Je vous parle rapidement de la puissance mécanique. On avait décidé de ne pas mettre la puissance mécanique au programme du cours, mais je me rends compte que c'est essentiel pour les circuits électriques qu'on va faire plus tard et aussi pour la compréhension des machines simples. Donc, je donne seulement l'essentiel et en 5 minutes à peine, là, je vous explique comment ça fonctionne. La première chose dont vous voulez entendre parler, c'est ce qu'on appelle le travail mécanique. Le travail mécanique, on le désigne par la variable W et on le calcule avec l'équation suivante, la force multipliée par le déplacement qu'on peut appeler delta X, delta Y, delta Z, mais plus précisément delta S, plus généralement, pardon, delta S. Et au cas où il y a un angle entre le vecteur F de force et le déplacement delta S, on va multiplier par l'angle entre ces deux vecteurs-là qu'on appelle θ. Je vous les dessine, là. Tiens, choisissons une force qui tire sur le bloc, comme ça, dans cette direction-là. Et c'est pas trop compliqué, là, on va comprendre rapidement que le bloc va glisser sur... Tiens, mon crayon écrit moins bien qu'il écrivait. Voilà. Le bloc va glisser à partir de sa position initiale, comme ça, vers la droite. Là, j'ai pris la peine de faire la force avec un angle θ par rapport au déplacement delta S. Et à ce moment-là, si on avait une force, là, par exemple, de 200 newtons, un déplacement de 8 mètres et puis un angle, disons, de 22 degrés, on calculerait le travail W exercé par la force F sur le bloc qui est ici assuré en rouge avec l'équation F, donc 200 newtons, multiplié par delta S. S, c'est pour space en passant. C'est un déplacement dans l'espace, X, Y, Z, peu importe. Et nous, c'est 8 mètres, fois cosinus de l'angle entre F et delta S, 22 degrés. Vous calculez ça avec la calculatrice et ça vous donne le travail W. Et l'unité de mesure SI, ce sont des joules. W, c'est pour work en anglais. Et les unités SI dans le système international, c'est des joules. C'est la multiplication des newtons par des mètres. Cos θ, ça, c'est un nombre pur. Ça n'a pas d'unité. Et ça ne vient pas là changer les unités de mesure. Par contre, faites attention. Il faut que votre calculatrice soit réglée en degrés. Si vous êtes réglé en radians parce que vous avez travaillé avec la rotation ou autre chose, prenez la peine de régler votre calculatrice en degrés si vous donnez des angles en degrés à manger à cosinus pour que ça fonctionne. Le travail W, là, sa définition, on dit que c'est la quantité d'énergie qui a été consommée. Donc, le travail d'une force sur un objet qui produit un déplacement, le travail, c'est la quantité d'énergie consommée pour faire quoi? Pour produire un déplacement. Où était l'énergie avant de faire le déplacement? Ben, l'énergie était dans la personne ou la machine qui a exercé la force F sur notre objet. Le travail peut être positif, comme c'est le cas ici. Si on faisait le calcul, là, cos 22 degrés, ça donne du positif. Et un travail positif, là, c'est que la force est efficace pour produire un déplacement. Généralement, c'est ce qui va se passer là, quand votre travail W contient un nombre de joules positif, c'est qu'on a effectivement consommé l'énergie générée par la force pour produire le déplacement et la force a été utile pour produire le déplacement. Des fois, il y a des travaux pour certaines forces qui valent 0. Prenez par exemple la force normale. La force normale, elle est exercée par le sol sur le bloc pour l'empêcher de passer au travers du plancher sous l'effet de son poids. Le travail W indice L de la force normale, ce serait 0 joule. Pourquoi? Parce que entre le vecteur N et le vecteur delta S, il y a 90 degrés. Et si t'es rapide un peu, 90 degrés, quand tu le donnes à manger au cosinus, cos 90, ça fait 0. À ce moment-là, vous allez vous ramasser avec un travail W pour la force normale qui est égal à 0 joule. Et ce que ça veut dire, c'est que la force N est inefficace.
ce n'est pas elle, la normale n, qui produit le déplacement delta S. Elle n'y est pour rien. Elle n'est pas en train de nuire non plus au déplacement delta S. Elle est simplement inefficace, inutile pour produire le déplacement delta S. Le déplacement est bien réel. Il y a bien 8 mètres qui est parcouru par le bloc vers la droite, mais c'est pas à cause de la force normale. C'est à cause d'une autre force. Nous, on le sait, c'est probablement la force F de 200 newtons qui fait ce travail-là, mais c'est pas la force normale. Il y a des forces de friction aussi. On n'en parle pas souvent là, et c'est pas important pour ce qui va suivre, mais les forces de friction sont toujours à contresens, 180 degrés par rapport au déplacement. Et vous avez deviné que les forces de friction, par exemple, force de friction cinétique, vont nous générer du travail W négatif. À ce moment-là, ça veut dire que la force de friction, dans ce cas-ci, non seulement elle est inutile, mais elle va nuire. La force nuit ou s'oppose au mouvement. Encore une fois, il y a bel et bien un mouvement de 8 mètres vers la droite et il y a bel et bien une force de friction FC de quelques newtons vers la gauche, mais le déplacement n'est pas dû à la force de friction. En fait, le déplacement serait plus grand encore probablement s'il n'y avait pas la force de friction. Et on va avoir à ce moment-là un certain nombre de joules négatifs, peut-être moins 8 joules pour le travail W de la force de friction. On fait le calcul de la même façon, hein. On aurait W pour la force de friction est égal à la dite force de friction en newton qu'on vous donnerait, multiplié par le déplacement, delta S qui vaut 8 mètres, et multiplié par cosinus de l'angle entre la force de friction et le déplacement, et ce serait 180 degrés. 180 degrés, quand on donne ça à manger au cosinus, ça fait moins 1, et c'est ce qui explique que les forces à contresens par rapport au déplacement vont produire des travaux W associés à ces forces-là qui sont des travaux négatifs. Ce que vous avez à retenir de tout ça, c'est qu'il existe des travaux W positifs pour des forces qui effectivement effectuent un travail, sont responsables du déplacement. Il existe des travaux W qui valent 0 pour les forces inutiles comme la normale. Et il existe des travaux W qui sont négatifs pour des forces qui sont nuisibles au déplacement. La définition est importante aussi. On dit que le travail, c'est une quantité d'énergie qui est consommée pour accomplir un déplacement. Peut-être que vous voulez la définition d'énergie. Je vais vous la donner sur la prochaine page. L'énergie qui intervient dans le calcul de la puissance, là, sa définition, c'est la capacité à accomplir un travail. Donc, on voit tout de suite là, que la notion de travail dont on vient de parler est directement liée à la notion d'énergie. De l'énergie, c'est quelque chose qu'on possède ou qu'un objet possède et qu'on peut transformer au besoin en travail, donc en quelque chose qui va fournir un déplacement. Par exemple, si vous avez une voiture que j'ai bien de la misère à dessiner, qui vous amène du point A vers le point B. Dans la voiture, il y a un réservoir avec de l'essence qui contient de l'énergie chimique qu'on peut transformer au besoin en une force motrice qui va accomplir le travail de nous déplacer, nous et la voiture, du point A vers le point B. Pour faire ça, il va y avoir une force qui va être accomplie par le moteur et il va y avoir un déplacement, delta S, et tout ça va nous donner un travail W. Où était cette énergie-là en joules qu'on a utilisée pour faire le travail? Ben, elle était à l'intérieur du réservoir d'essence sous forme d'énergie qu'on mesure aussi en joules, comme le travail. C'est juste que l'énergie, elle n'est pas encore consommée, donc on ne l'appelle pas encore un travail. Toute cette histoire d'énergie, de travail-là, c'est intéressant, mais rapidement, on s'est rendu compte que pour caractériser les moteurs, les déplacements, les trains, les chevaux qui tiraient des charrettes il y a des centaines d'années, le concept de puissance était plus intéressant. La puissance, c'est de l'énergie, mais attention, divisée par du temps. Et on va mettre des petits deltas parce que c'est une quantité d'énergie consommée ou une quantité d'énergie qui est perdue, par exemple celle qui était dans le réservoir au début, on y en enlève la quantité nécessaire pour faire le déplacement, et tout ça prend un certain temps. Je vais dessiner maladroitement un réveil matin avec des aiguilles comme ça ici, et ce réveil matin-là mesure le temps delta T en secondes. Donc la puissance, c'est le temps pour faire un certain travail
et une consommation d'énergie en joules. On peut l'écrire aussi à la place du delta E avec un W. On peut dire que c'est le travail divisé par le temps que ça prend pour faire le travail. Les unités de la puissance, ce sont des watts. W majuscule dans le système international et c'est simplement 1 watt qui est égal à 1 joule divisé par 1 seconde. C'est comme si c'était la vitesse à laquelle on consomme l'énergie. La définition de la puissance en français, parce que mathématiquement, c'est cette équation-là, ou si vous préférez celle-là, la définition de la puissance en français, on dit que c'est le taux auquel on consomme l'énergie. Moi, j'aime mieux la vitesse. La vitesse à laquelle on mange l'énergie et on la transforme en travail. Vitesse à laquelle on convertit de l'énergie en travail. Là, et en watts, évidemment. Ça peut s'appliquer à plein de choses. Il y a de l'énergie mécanique, donc de la puissance mécanique. Il y a de l'énergie électrique, donc de la puissance électrique. Un exemple que j'aime, là, c'est le séchoir à cheveux qui a une puissance P de 1500 watts et qui, à chaque seconde, mange 1500 joules d'énergie électrique pour les transformer en 1500 joules d'énergie thermique, la chaleur de l'air qui va sortir du séchoir, aussi de l'énergie cinétique, la vitesse de l'air qui sort du séchoir, de l'énergie sonore, parce que le séchoir fait du bruit, et un certain nombre d'autres types d'énergie qui vont sortir du séchoir, mais qui sont pas supposés. Donc ça s'applique à tous les éléments électriques, les éléments mécaniques, et particulièrement en mécanique, on peut le calculer de différentes façons. Dans les exercices, je pense pas que vous ayez besoin de ça. Je vous donne quand même les équations au cas où. Si vous avez une certaine force qui agit sur un objet. Par exemple, si vous avez une force F comme ça, qui produit un déplacement comme tantôt, delta S comme ça ici, et qui confère une certaine vitesse V à votre objet, on peut calculer la puissance P en watts à l'aide du produit F par V. C'est un produit scalaire en 2 vecteurs. Donc, si vous enlevez les vecteurs ici, il faut ajouter cos θ. Donc, par exemple, si vous connaissez la vitesse d'une voiture, 60 km/h, vous transformez ça en mètres par seconde. Si vous connaissez la force du moteur en newton, vous pouvez obtenir la puissance du moteur en watts ou en HP. 746 watts, c'est égal à 1 HP, un cheval vapeur, un horsepower en anglais. Vous pouvez trouver cette conversion-là facilement sur Internet ou dans les tables de conversion standard. C'était l'unité à la mode là en Angleterre il y a un bon bout de temps pendant la période industrielle. Maintenant, on travaille essentiellement en watts, en kilowatts, en mégawatts. Et les HP sont utilisés quand même en mécanique de temps en temps. On va aussi se servir de la puissance pour définir le rendement. À la place d'utiliser W out, le travail à la sortie d'une machine, sur W in, le travail à l'entrée d'une machine pour obtenir le rendement en pourcentage, on peut le faire avec la puissance. On peut dire P out, la puissance qui sort de la machine, sur P in, la puissance qui entre dans la machine. Et comme c'est par unité de temps, en haut et en bas de la barre de division, ça revient au même. Donc, ça vous donne une deuxième équation, un deuxième outil pour aller calculer le rendement état des machines simples ou de d'autres choses. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à savoir sur la puissance et le travail. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser le forum ou à m'écrire un mail directement. Je vais y répondre.